À l'époque, il y a Stromae qui travaillait à Énergie Belgique. J'ai fait engueuler parce que j'avais enlevé Zazie, j'avais diffusé Stromae. Je m'étais fait déchirer par le programmateur. Je suis allé voir les Coé, j'aurais donné mon CV, ils en avaient rien à foutre pendant des années. Le QG, j'ai mis 6 mois à le préparer dans une pièce sans fenêtre, au sous-sol de Webedia, dans une pièce dans le parking. Et il s'assoit, il dit pas bonjour à personne, et là il me fait... 20h tout pile, bonjour tout le monde, bonjour chez vous, là on est là ensemble jusqu'à minuit là pour la radio libre, on va passer la soirée ensemble, content de vous retrouver, toute l'équipe qui s'installe aussi, ça va Lucille aujourd'hui? Ouais, salut Guillaume, salut tout le monde, bah ouais ça va super bien. Bon bah très bien, Lucille est en place alors, hein. Bon allez on va y aller, on va y aller avec Khalid aussi, Khalid du Standard, ça va Khalid? Salut Guillaume, salut tout le monde, bah ouais la pêche comme d'habitude. Bon bah très bien, bah tout le monde est en forme hein, pour passer la soirée là avec vous, et puis Emeric aussi le renfort, ça va bien Emeric? Ouais ça va super, merci Guillaume, salut tout le monde. Bon bah très bien, bah il y a tout le monde, hein, toute l'équipe là qui est là avec vous, si vous voulez venir en direct, bah vous êtes les bienvenus là comme d'habitude, hein, c'est Radio Libre là jusqu'à minuit sur Énergie. Waouh, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça les gars, beaucoup trop jeune, beaucoup trop mal joué cette histoire. On s'était amusé à se faire une petite vidéo pour présenter un peu, on n'était pas en direct là, je le vois parce que les micros sont pas allumés, il y a une petite lumière en dessus, mais c'était des moments de vie incroyables. J'ai fait 1 an sur Énergie Belgique avant de me faire licencier très douloureusement et très brutalement la veille des chiffres. On a passé 1 an à respecter aucune règle. J'ai découvert, je voulais vraiment faire de la radio libre. À l'époque j'avais une proposition sur Énergie France et je me suis dit je suis pas encore assez prêt, faut prendre le temps. Il faut qu'une carrière, ça soit pas à pas. Et j'ai décidé de partir sur Énergie Belgique où on a passé une année folle. J'avais à peu près 2000 € net de budget pour 4. C'était vraiment très compliqué. Il y avait une partie d'équipe qui habitait chez moi. Khalid qui était au Standard, qui était policier la journée et qui le soir avec tous les mecs qui disaient ouais Khalid, je roule un bédo, machin. Et il savait pas que le mec était flic la journée. C'était incroyable. Je me suis fait virer parce qu'on a poussé les limites de ce qui était possible. J'ai tiré un feu d'artifice par exemple, j'ai tiré une fusée de détresse du toit d'Énergie Belgique. J'ai dit à tout le monde, regardez les gars, à 60 km autour de Bruxelles, vous allez voir une boule rouge partir dans le ciel. J'ai tiré une fusée de bateau. J'ai emprunté la voiture de mon patron, qui était logoté Énergie, qui était une Alfa Romeo. Et en fait, j'allais devant les écoles chaque vendredi, rencontrer les gens qui nous écoutaient, etc. Et en fait, je suis arrivé devant une école, il y avait plus de 3000 personnes qui nous attendaient, pas de sécurité évidemment. Je le faisais un peu en mode pirate quoi, et tout le monde est monté sur l'Alfa Romeo qui était toute neuve de mon patron à l'époque. J'avais pas demandé pour la prendre, et je lui ai ramené, comme la pub dans la 206, quand il faut asseoir des éléphants sur la Peugeot, etc. machin. Et j'ai ramené une voiture complètement cabossée. Et en fait, mes patrons, ils ont pété un câble à l'époque. Alors que c'était que on était victimes du succès du truc, etc. C'était génial. Et malheureusement, ça s'est fini. Les chiffres sont tombés le lendemain. On a eu 54% de part de marché. C'était le record de l'histoire en Belgique sur la case du soir. Et après, je suis parti sur Fun et voilà. Je rêvais d'une certaine libre antenne et j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir la vivre. Ce que j'ai pas pu entendre. Une libre antenne vraiment qui pousse les limites, mais toujours dans le bon délire. C'était toujours gentil, jamais méchant. On donnait l'exemple, etc. Au contraire, non, on buvait pas, on fumait pas, machin. Donc on expliquait tout ça. Par contre, les jeux, on allait vraiment loin. Alors, en plus, la radio à l'époque, c'était vraiment très puissant. En même temps, tu te sens jamais arrivé dans ce métier parce que tu sais très bien que tu peux aussi vite repartir que tu n'es arrivé. Et donc, il faut juste profiter des moments. Mais là, je me suis dit, ok, là, c'est l'étape intermédiaire. Mais par contre, tu te rends pas compte du succès que tu as. Parce qu'à l'époque, il y avait le tout début des réseaux sociaux. 2008, c'était vraiment l'arrivée de Facebook. Donc je voyais bien qu'il commençait à y avoir, mais on n'avait que des SMS à l'époque pour se contacter. On se rendait moins compte. Et c'est vraiment à la fin de la période belge où j'ai commencé à sentir, où dans la rue, vraiment en Belgique, c'était une folie. On allait quelque part, on me prévenait, il y avait 2, 3, 4 000 personnes. J'ai vraiment vécu des avenues complètement bouchées. Quand on arrivait, c'était incroyable cette période. Oui, c'est Alphonse. Oh là là là. Alphonse, c'est mon nom et tu reconnais le son de ma voix et toi aussi, vas-y crie-le comme moi. Oh là là là. Ça, c'était un délire que j'avais fait à la radio. C'était un jeu qui était très populaire qui s'appelait Alphonse le Pervers, où j'appelais des petites annonces de mecs un peu seuls pour du sexe, hein, vraiment des trucs sexuels sur des sites un peu sales, etc. Et à la fin, ça a dérivé en un personnage Alphonse qui fait du mal à son chat. On appelait les téléphones roses et je me faisais passer pour un cassos ultime, genre masterclass, qui était chez lui et qui faisait des trucs bizarres, machin, etc. À l'époque, il y avait Stromae qui travaillait à Énergie Belgique qui m'a gentiment fait une session studio. C'est lui qui a produit le morceau. C'est quand même... Et c'est sa voix qui est derrière et qui fait oh là là là. C'est lui qui est derrière à côté de moi sur le micro.
Paul, que j'embrasse très fort d'ailleurs. J'ai fait engueuler parce que j'avais enlevé Zazie, j'avais diffusé Stromae qui était stagiaire à Énergie Belgique et qui était déjà incroyable à l'époque, qui a fait Alors on danse et qu'on a passé dans la libre antenne à l'époque en 2008 et on a diffusé son morceau et je m'étais fait déchirer par le programmateur. Jeune, ils veulent écouter Zazie, d'accord? Je dis oui, non mais Zazie c'est très bien. Je dis mais on a un stagiaire qui est exceptionnel, pas son morceau, on essaye. Ou la prog, il faut rien toucher, rien bouger, machin, c'est plus très naturel. L'émission ça l'a été puisque j'ai poussé les trucs, etc. Et on a diffusé le fameux morceau de Stromae. Merci pour cette session studio. Et là, il a écrit ça en 3 minutes. On foutait la merde, on collectionnait les zéros, on foirait toutes nos interros, les copions sur les bureaux, on était fiers comme des bleus. Il est mignon. Les journalistes de merde. Enfin, on leur fait pipi au petit cucu. Guillaume Radio 2.0. Tu sais, Tous les soirs sur Énergie. on n'est pas cher payé, mais qu'est-ce qu'on rigole bien. De minuit à 3h. Allez sur Énergie, bonne soirée à vous tous. Il est minuit 27, on est en direct ce soir jusqu'à 3h du matin. Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Et on était énervés, hein. Et on faisait beaucoup de bruit. C'était la période, une des plus incroyables de ma vie. Minuit, 3h, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je rencontre les patrons d'Énergie France après 2 ans et demi de Belgique et j'ai un coup de cœur pour les 2 garçons qui gèrent Énergie, qui s'appelaient Morgane et Gaël, qui gèrent encore Énergie d'ailleurs, et qui me disent écoute, nous on a Coé, on n'a pas de place quoi. Je dis bah écoute, si t'as bien un trou la nuit, que t'as un machin, il me dit il y a personne minuit à 3h et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé là-dessus quoi. J'ai dit file-moi un budget que t'as pour la nuit. Il me dit mais il n'y a pas de budget, t'as bien un gars qui pousse les CD, bah trouve-moi un budget de cet équivalent là. Ça va très vite hein. Et en fait il faut être très très dynamique la nuit. Il y a 2 façons, c'est soit t'es très posé, tu racontes des histoires comme Phip, c'est la nuit. Phip. Voilà, soit ça, soit tu veux rester avec les routiers, avec les boulangers, avec tous les... En fait, on se rend pas compte, mais tu as des millions de gens qui bossent la nuit, en fait, qui font tourner la France. Et en fait, bah, tous ces gars-là, ils ont rien à écouter la nuit. Ou ils ont eu à un moment donné Max Meignier, des mecs sur RTL un peu plus âgés et tout ça. Mais en fait, nous, quand on est arrivé, bah, ça a marché très très vite, très très fort. On avait plus de 150% quelques semaines et quelques mois. La case, elle s'est envolée. Et parce que en fait, on s'est retrouvé avec tous ces mecs-là qui bossent la nuit, donc il fallait que j'étais éveillé. Donc je balançais des vous allez bien. C'était vraiment une émission d'énerver. Mais c'est marrant, c'est une autre époque, quoi. Parce que je me suis toujours dit que quand j'arriverais à fonctionner dans ce métier, je vais essayer de montrer de l'intérieur ce qui s'y passe. Moi, je viens de la campagne, je viens d'un petit village de campagne. Donc en fait, quand j'arrive à Paris, je me dis putain, j'ai qu'une envie. Moi, je suis allé voir les Coé, j'aurais donné mon CV, ils en avaient rien à foutre pendant des années. Je leur donnais des CV à tous les gens de radio. Tiens, tu peux me rappeler, je peux venir en stage. Jamais eu un rappel de personne, mais j'en veux à personne. Mais ils ont tellement de demandes et tout. Je me dis, putain, si un jour j'ai la chance de pouvoir vivre ça, putain, qu'est-ce que j'aimerais prendre une caméra et faire visiter les couloirs et tout. Et au début, Énergie voulait pas. Elle disait, non, on montre pas ça, machin, ça. Les gens, ils pensent qu'il y a, tu vois, qu'il y a Madonna dans les couloirs, en fait. Alors que, bah non, c'est une société qui est très belle, mais comme une autre boîte. Après, un peu évidemment shiny, il y a des studios, c'est beau et tout. Et je dis, bah justement, montrons-le. En fait, ouvrons les portes. Les gens ont besoin de ça. Et aujourd'hui, et du coup, on a fait visiter, etc. On a fait effectivement. Putain. Et je faisais tous les dimanches matins une visite, je prenais 80 personnes. Et j'ai fait ça pendant des années. Tous les dimanches matins, je me levais 3 heures plus tôt, j'étais à 9 heures au bureau, le dimanche matin, pour faire visiter à tous ceux qui le voulaient. J'ai fait visiter Énergie et je faisais parler dans le micro hors antenne à tous ceux qui le voulaient, je mettais casse sur la tête, etc. Je leur montrais comment ça marchait. Une passion, ça se partage. Moi, j'étais un vrai passionné de radio et j'ai besoin de le partager. Et ça me faisait plaisir de partager. Tu vois. Comment ça s'est passé? J'ai commencé à voir l'arrivée du digital. Et moi, j'aime bien me mettre en danger tout le temps. Quand ça fonctionne, j'aime bien casser ce que je fais pour essayer de faire autre chose. Et tout le temps. C'est vraiment ça qui m'excite. Moi, je suis entrepreneur, tu vois. J'ai envie d'entreprendre des choses, même en artistique. Et là, je voyais les GoPro qui arrivaient, les 5D, les appareils, machin. Je dis, vous savez quoi, on va filmer la radio. On va montrer aux gens, parce que parfois, j'ai des fous rires de fou. À la radio, j'avais des fous rires incroyables. Et c'est dommage de ne pas les montrer. Et je suis allé voir les patrons, ils m'ont dit non. J'ai dit, si, on va le faire. Vraiment, faites-moi confiance. Non. J'ai dit, ok. Donc, je paye les 5D. Je paye les GoPro avec mes 3 premiers mois de salaire. Et je les installe dans les coins des murs. Et on a commencé comme ça. Ça a fonctionné tellement fort que finalement, ils se sont dit, ah, c'est pas mal, dis donc, 800 000. Ah, 6 millions, ah, c'est beaucoup. Je dis, oui, c'est plus que la radio, du coup. Ah, ouais, d'accord, ok, bah tiens, on va peut-être rajouter des caméras un peu plus pro. Et petit à petit, ils ont tout à fait, machin. L'ère du numérique est arrivée, ils ont mis un peu de temps à comprendre toutes les radios. Au début, les radios ne voulaient pas se filmer trop, etc. Il y en a encore qui ne se filment pas. Alors qu'en vrai, bah, petit à petit, la radio a baissé, année après année. C'est-à-dire que la consommation de la radio, en 2018, quand je suis parti, j'étais toujours numéro 1 le soir, on avait 50%, enfin on avait des super scores et tout. Mais par contre, le nombre d'auditeurs avait baissé parce que la plupart des jeunes qui nous écoutaient sont partis sur le digital et nous regardaient sur YouTube. Je faisais 28 millions par mois, donc j'avais 850 000 par jour sur YouTube, sur la vidéo en moyenne. Donc j'avais en fait la même consommation qu'avant, mais via le digital. Voilà. Ça s'est croisé les courbes, en fait, c'est fou. Alors c'est le moment rêve. Juste, how many cars have you? How many cars do you have? On va nous faire rêver là. On the West Coast, I have 5 on the West Coast. Sur la côte ouest, il en a 5. Tu en as 5? Normal. On the East Coast, is 3. Sur la côte est, 3. Très bien, tu en as... Voilà, est-ce que quelqu'un veut une voiture de 50 Who wants a Cent? car?
Moi, je l'avais, Guillaume. Et tu as combien de maisons dans le monde? How many houses? It's an instant dream Okay. for all It's people. the dream moment of the interview. No, it's four. But I have Quatre. my really biggest state is in Connecticut, Sa plus grande maison, c'est dans le Connecticut. and then I kind of got smarter. Après, il est devenu intelligent. So I started buying stuff that I'll actually use. Et puis, il a commencé à placer son argent et à faire des investissements qu'il allait utiliser. À chaque fois que j'arrive quelque part, j'ai une opportunité qui tombe un peu du ciel et qui me fait faire de grosses interviews. Quand je suis arrivé sur Skyrock en local à Perpignan, je suis là depuis une semaine, je sais pas parler dans un micro, j'ai 18 ans, et ils me mettent responsable de la locale Skyrock Perpignan. Et je me retrouve au bout d'une semaine, alors que j'écris mes speaks, bonjour à tous, bienvenue sur Skyrock, j'étais transpirant et tout machin. Je me retrouve avec Booba en interview, qui passe dans le sud, et je fais une interview de Booba, tu vois, c'est fou. Quand t'as 18 ans, déjà aujourd'hui, je serais très content de le réavoir, mais alors à l'époque, c'était vraiment encore plus impressionnant parce que j'avais peur du micro, donc t'imagines derrière. Et là, c'est pareil, j'arrive sur Énergie le vendredi. Ah bah tiens, lundi, en fait, il y a 50 Cent qui est en France, qui veut passer, machin, etc. Il est là l'après-midi, c'est toi qui vas enregistrer le truc, etc. Je parlais pas un mot. Elsa, qui est la traductrice, qui est géniale, me dit écoute, dès le début, t'inquiète pas, je vais te rassurer, je te fais le pouce vers le bas ou le pouce vers le haut en fonction de si je le sens bien ou pas. Et il s'assoit, il dit pas bonjour à personne, et là, il me fait. Et là, ça veut dire vraiment, ça va être la guerre, c'est la cata. Et en fait, en vrai, je me suis hyper bien entendu avec lui. On a fait une émission chambée, etc. Il a été très à l'aise. Je pense qu'il s'est dit, ok, c'est des jeunes, ils commencent. Et en fait, il a été très sympa. Et c'est là où j'ai découvert les interviews d'Américains avec un chronomètre à la seconde près, où il est marqué 30 minutes et il y a un mec qu'on voit pas là, qui est derrière, juste devant la porte et qui tient un portable avec un chronomètre. Et à 29 minutes, il fait « Hey !» Voilà. Et ça veut dire que tu dois dire au revoir. Et je crois pas au hasard. En fait, je laisse un peu les opportunités arriver. Et j'essaye d'être le plus naturel possible. Pour moi, dans le métier artistique, plus t'es naturel, plus t'es bon. Ça sert à rien de faire semblant d'être un autre, quoi. Je trouve un peu nul ce que je lui ai demandé à l'époque, là. Ouais, bon. Mais en vrai, si j'avais envie de lui poser ça, il fallait que je lui pose ça comme question. Tu vois, ça sent le vrai, quoi. Et là, si aujourd'hui je le crois, je vais avoir d'autres questions à lui poser qui vont m'intéresser sur la crypto, sur d'autres trucs qu'il a en ce moment, qu'il adore. Et en fait, ça dépend, tu vois. On a des velléités en fonction de notre âge, des envies. Et là, aujourd'hui, j'aurais d'autres questions à lui poser. Mais j'ai découvert l'interview, en fait, et mon plaisir dans l'interview progressivement. Là, j'ai pris aucun plaisir. Parce que j'étais stressé. J'avais plus rien à perdre. Il était tendu. J'ai dit, écoute, je vais essayer de le détendre et tout. J'y vais dans les blagues vaseuses. Au pire, je couperai. Je sais pas pourquoi on l'a pas coupé. On a enregistré. Et franchement, j'ai jamais été aussi libre que sur Énergie. Enfin, non, c'est pas vrai parce que je suis très libre. En vrai, je suis chez moi. Donc, on pouvait absolument faire ce qu'on voulait. Et en vrai, ça nous faisait rire. À l'époque, juste avant moi, enfin, la génération du dessus, parce qu'il est plus âgé que moi, mais Arthur, par exemple, l'animateur Arthur, il faisait des concours d'orgasme à la radio à 16h. Moi, je l'ai fait à minuit et demi, 1h. Donc, en fait, tu remontes 5 ans avant sur Europe 2, c'était l'après-midi, les gars. En fait, moi, j'ai connu une autre période. Et là, tu regardes Marianne James à l'époque de la Nouvelle Star, quand elle sort des trucs à l'époque. Moi, j'adore Marianne James et tout. Et j'ai revu des extraits qui tournent, parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a des blagues qui sont moins permises, ça. Où elle fait une blague sur une fille qui est un peu ronde, etc. Et du coup, aujourd'hui, ça passerait plus, ce genre de blague. Alors qu'à l'époque, ça passait. Et en fait, en vrai, là, un concours d'orgasme, en fait, à qui? En fait, c'était quoi le problème? C'est des filles, ça les fait marrer. Aujourd'hui, on s'est un peu coincé sur plein de trucs. Moi, je trouve que c'est un peu le contraire. Mais si c'est des filles, ça les fait marrer. Et qu'elles sont majeures. Et que ça dérange personne. C'est juste rigolo, en fait. Faut se détendre un peu, quoi. J'arrive, et première fois, il me dit, quand il part en vacances, tu commences, ok, pas de problème. 20h, tu prends sa place et tout direct. Hyper stress. Et j'arrive à minuit. Et c'est petit à petit, en fait, année par année, on arrive de plus en plus tôt. Et donc, j'ai le temps de me dire, waouh, c'est incroyable et tout. Moi, je me le dis tous les matins, de toute façon. Quand je me lève, je suis hyper heureux. Même si je suis très fatigué, je dors pas, j'ai un petit garçon, je me rends compte de chaque chose que j'ai pu faire et vivre. C'est une autorité, tiens, on t'écoute à la radio, on passe 4 heures par jour avec toi, on te croise dans la rue, on te raconte l'émission d'hier. C'est fou, tu vois. C'est un truc qui n'existe même plus. Les gens, quand ils viennent me voir, c'est pour me dire, ah, l'émission, on m'a fait rire, ou tiens, t'as reçu un tel, tu m'as fait marrer, ou un jeu. J'ai pas la notoriété invasive d'artistes musicaux, tu vois. Là, j'ai un boulot d'animateur, donc c'est beaucoup plus détente. C'est juste des klaxons, des feux rouges, ils te checkent. T'es à la douane et ils te font une dédicace, machin. C'est juste des petites vannes comme ça, plus qu'un truc dérangeant que peuvent vivre, par exemple, les Stromae dont tu parlais tout à l'heure. Les 3 premières années, tu te dis waouh, je re-signe un an. Oh putain, truc de fou et tout, c'est super formé et tout. Je re-signe encore une année, tu te dis waouh. Et à partir de 3 ans, c'est ce qu'ils t'apprennent, je crois, dans les grandes écoles. C'est bien d'être 3 ans quand tu es sur un projet, après d'enchaîner et tout ça, enfin à l'époque. Et moi, c'était à peu près ça. 1 an pour t'installer, 1 an pour exploser et 1 an pour chercher ailleurs. Et en fait, au bout de 3 ans, j'étais dans un truc qui était en 2011. Ouais, moi, ça a duré en vrai 4 ans. Les 4 premières années, j'ai même pas regardé ailleurs. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, ok, là, on est sur un truc qui fonctionne. Je m'éclate tous les jours. Je suis avec une équipe, on rigole et tout. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? La télé m'avait pas forcément
excité avant. Moi, j'étais plus pour partir vers de la fiction, etc. Et en fait, je me dis, attends, j'ai des propositions qui arrivent petit à petit dans le futur et petit à petit, tu regardes un peu ce que tu peux faire d'autre en plus. Parce que tu t'organises, donc ça te prend moins de temps à préparer la journée. Et comme chaque semaine, je fais une vidéo où on essaye un jeu vidéo, mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on va essayer donc Call of Ghost, qu'on a déjà essayé, qu'on a déjà joué, qu'on connaît très bien. J'avais complètement oublié cette vidéo. C'était vraiment dans mon salon et j'avais commencé à faire ça. Justement, le digital, je voulais faire d'autres choses. J'avais une idée de faire une chaîne de jeux vidéo où je testais des jeux avec un mec dont c'est la spécialité, tu vois. Il jouait avec Gaël Monfils au tennis, jouait avec, etc., etc. Je trouvais ça charmé. C'est marrant parce que là, on est en GoPro 3, donc l'image, elle est éclatée au sol, tout est nul. Maintenant, les montages sont beaucoup plus dynamiques et tout. Là, c'est un plan fixe, machin. Mais j'ai fait ce que j'ai pu et ce que j'avais, tu vois. Bruce Granay, j'avais fait un foot et Gotaga était venu jouer, mais pour je sais plus quel jeu. T'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu demandes, voilà, normal, hein, tu les préviens pour savoir s'il n'y a pas d'incompatibilité ou pour pas te faire avoir en interview, quoi. Mais non, là, c'était plus du plaisir pour moi, tu vois. J'apprends beaucoup la télé avec Cyril. C'est un mec qui est super parce qu'après l'émission, il va t'expliquer. Et c'est un mec qui a tout compris. En télé, aujourd'hui, c'est vraiment un gars, ça, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Il va très très vite et tout ça, c'est un bonheur d'apprendre à ses côtés, c'est vraiment cool, quoi. On tient un nouveau truc, ça. Ouais. Je vous jure, on s'est réunis avec Guillaume la semaine dernière, on cherchait une idée. Et on s'est dit, il faut trouver un truc sur les gens qui nous aiment pas. Et donc les tweets, oui, c'est parce qu'il a trouvé, il y en a beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. À chaque fois que je fais quelque chose, je suis content. C'est comme au début, j'ai changé beaucoup de radio locale, de machin, t'essayes des trucs et à un moment donné, tu trouves ton truc à toi et tu t'amuses. Et là, moi, je me suis jamais autant amusé que dans Touche pas à mon poste depuis la rentrée. Ça dure 5-10 minutes la chronique et c'est un vrai kiff. Après, Rising Star sur M6 au départ, c'était un autre plaisir. J'ai pris énormément de plaisir aussi à le faire. C'était un gros plateau. Alors, c'était vraiment ma première télé en plus, donc c'était hyper gros et tout ça, mais c'était un kiff en fait, parce que tu te retrouves sur un plateau à devoir gérer plein de caméras. Moi j'adore la technique aussi, je suis un fan de technique et tout ça, donc j'adore, on me dit caméra 12, machin, taille, enfin c'était un kiff absolu à présenter. Et là je me retrouve dans un truc qui est plus drôle à TPMP, qui est plus animation que présentation. Je me suis éclaté avec M6 pendant 2 ans. Je rediscute régulièrement avec des gens de télé. Moi je l'ai pas fait du tout de force, M6, au contraire, j'ai adoré le faire. C'était incroyable, c'est-à-dire que je me retrouve sur un Barnum, un prime, le plus gros de l'histoire d'M6 en fait, tout simplement en direct. À 28 ans à animer ce truc-là, c'est fabuleux, tu vois. J'aurais dû dire non à certains trucs, j'aurais dû dire les gars, le prompteur en fait faut sortir. Ça m'a rendu malheureux parce qu'ils ont pris un gars à la radio qui était fou, qui pouvait pas du tout sortir du prompteur. Donc t'imagines comment à l'intérieur j'avais envie de rigoler avec les invités, de faire des blagues. Et du coup peut-être qu'aujourd'hui on aurait plus le droit. Tu vois par exemple un combat aujourd'hui, un Kenny combat, même sur les gros primes, il peut s'amuser, il peut rigoler. Ça c'est un peu détendu de ce côté-là quoi. Et après effectivement j'ai fait 2 ans à M6, moi je me suis éclaté. En vrai, tu sais que t'es 5 millions de personnes derrière l'écran, 4 millions, je sais plus combien à la première. Moi, je vis pas mal. C'est plutôt les producteurs qui vivent mal et la chaîne. Et je m'éclate. Je suis sur Énergie tous les soirs. Et en plus, j'ai ça le jeudi. On va me dire, attends, ça va et tout, les chiffres et tout, la dernière émission et tout. Je dis, mais franchement, je me suis éclaté. J'ai appris beaucoup chez Hanouna. Il m'a filé un plateau sur C-Star le vendredi soir, qui s'appelait le replay de la semaine, où j'ai eu le droit de faire des émissions un peu sous les radars, etc. On est parti à je sais plus quel chiffre, on est monté, je vais pas dire de bêtises, je suis pas super bon là-dedans, mais on a fait une super année avec eux, voilà, je me suis éclaté. Et après j'ai fait quelques chroniques et tout, mais c'est pas mon truc. Moi j'ai aucune répartie. En fait j'ai réparti quand je suis le patron du plateau. Je vais être là, machin, je vais pouvoir aller vite, etc. Nanana, je le sais, hein, mais c'est comme combat, on en a parlé, on a déjeuné ensemble il y a quelques mois, on s'est dit exactement ça. On n'est pas bon autour d'une table. En plus, tu as des mecs qui sont très très vifs, très très rapides, et moi je suis pas du tout comme ça. Et donc j'avais aucune valeur ajoutée dans l'émission. Je connais mes défauts et mes qualités maintenant. Je sais que dans l'humain, je vais arriver à pas être stressé sur une interview, parler à n'importe qui de manière très naturelle. Et je sais que je vais être moins bon autour de ça. J'ai analysé mes défauts, tu vois, j'en ai plein. Moi, je suis très complexé de base. J'ai plein de trucs dont j'ai vraiment du mal à parler. Je suis très pudique, machin. Je sais que je sais pas parler de moi, tu vois, c'est très dur. Là, c'est un exercice qui est difficile pour moi, mais c'est beaucoup plus agréable et plus facile de faire parler les gens. Bon, c'est beaucoup plus facile en vrai de se retrouver face à quelqu'un que de répondre à ses questions. Mais ça, tu te rends compte qu'après, je ne veux pas dire de bêtises et tout, mais c'est des centaines de techniciens qu'il y avait sur Rising Star. Je ne veux pas dire, mais c'est peut-être 200, mais je ne veux pas dire de conneries. Pour moi, ça, enfin, peut-être parce que j'étais tu sais, quand t'es enfant, t'es grand. Peut-être parce que j'étais plus jeune et tout, mais c'était n'importe quoi. On avait des gens partout et tout ça, c'était tellement grandiose. Là, je suis retourné aux Victoires de la musique et j'ai pu voter en ligne, ils m'ont envoyé un lien, machin, et ils m'ont invité à l'émission, donc je suis allé le voir avec des amis. Et en fait, ça m'a rappelé ça, c'est les grands plateaux noirs, brillants, c'est beau, quoi. En fait, ça envoie. C'est le seul truc qui me manque. En fait, pour moi, la télé m'attire plus, mais par contre, c'est le seul endroit où on peut encore faire 3-4 millions en direct une fois par semaine. Tu peux le faire, regarde, Squeezie, il a fait plus d'1 million, il a cartonné sur Twitch. Aujourd'hui, il y a des
carton en direct. Mais rien ne vaut. Aujourd'hui encore, personne n'a réussi à dépasser la télé de manière hebdo à 3-4 millions, tu vois. C'est encore autre chose. Donc un énorme événement qui rassemble tous les Français, c'est difficile de le faire sur le digital. Ou alors tu mets la vidéo, elle est consommée sur la semaine. Mais je te parle en direct. La télé en direct me fait encore un peu rêver quand même. Parce qu'on m'a trié les interviews où tu disais que ta sœur t'avait sauvé du suicide au dernier moment. Je le dis dans une chanson de thérapie aussi. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Bah oui, en fait, si tu veux, j'étais chez moi et normalement ma sœur était à l'école et mes deux parents travaillaient. Donc j'étais tranquille chez moi. Et j'arrivais pas, j'étais pas en adéquation avec moi-même, c'était assez compliqué. J'arrivais pas à être heureux en vivant en fait. Et quand t'es jeune, tu penses que la seule solution c'est de partir de manière définitive. Donc le QG, j'ai mis 6 mois à le préparer dans une pièce sans fenêtre. C'est pas une anecdote fausse, hein. Je l'ai fait au sous-sol de Webedia, dans une pièce dans le parking. Mais littéralement, dans une pièce. En dessous, on avait un sous-sol, on faisait un jeu pour les portables en dessous. Et j'ai mis quelques mois à préparer ce truc-là. Je me disais, putain, mais attends, les interviews, on pourrait les faire. On a une espèce d'amphithéâtre à Webedia, on pourrait mettre quelques lumières, remonter le plateau. J'ai tout dessiné avec des gars là. On s'est dit, ok, on pourrait peut-être faire quelque chose de charmé. J'ai réfléchi à comment ça pouvait être consommé, comment faire un public très proche, très chaleureux, très collé, tu vois, tu rigoles avec des potes. Kevin, donc Kinvey et l'artiste, le rappeur l'artiste, c'était les 2 premiers gars qui ont commencé à se livrer vraiment. Et l'artiste nous a raconté une bagarre qu'il avait vécue, une agression, machin. Il a tout raconté. Et en fait, j'ai vu déjà l'ambiance changer sur le plateau et de me dire waouh, j'ai pas vu ça depuis longtemps. Je me suis redit ça quelques jours après avec Kevin. Je me suis dit putain, il raconte quand même ça qu'il n'avait jamais raconté. Hyper fort. Et en fait, tu te rends compte que les gens en commentaire, quand il a raconté ça, les gens lui ont dit putain, bravo, félicitations, machin. Il y a une espèce de vague d'amour sur Kinvey qui est très très gentil. C'est un super mec en plus. Et ça a lancé QG. Parce que là, les autres artistes ont dit putain, ils se confient, c'est bien, c'est quali. Ils se foutent pas de la gueule des gens, ils sont bienveillants et tout. Et c'est ça qui a fait un effet de bouche à oreille. Et juste après ça, juste après cette émission, on a reçu un gars du GIGN qui a complètement fait exploser les compteurs. Et là, c'est parti, on a fait 50 millions avec les capsules en une semaine. C'était n'importe quoi. Parce qu'au début, on enregistrait une émission par une émission. Une par semaine, en fait, ça coûtait cher. On s'est dit, attends, est-ce qu'on peut en faire 2 tous les 2 semaines? Et puis après, on s'est dit, tiens, on peut en faire 3 toutes les 3 semaines. Mais attends, on peut en faire 6 tous les 6 semaines, en fait. Et après, on a essayé d'en faire 8 tous les 8 semaines, ça marchait pas. Parce que 4 dans la même journée, à la fin, je suis comme ça, je suis marqué, j'en peux plus. Donc en fait, 3, on en faisait 6 d'affilée. Je suis venu avec l'idée, j'aurais dit, les gars, j'y crois à mort. Je retourne pas sur d'autres radios, je retourne pas sur d'autres télés. J'avais d'autres propositions quand même. Mais venez, on se fait un truc digital, full digital, on essaye d'en vivre. Et on essaie que ça tienne, etc. On a fait un business plan, on s'est dit, putain, mais en fait, ça peut tenir. Et on en a fait 4 ans. Mais c'est là où je commençais à me dire, merde, ça faisait 4 ans. Moi, j'ai d'autres projets artistiques aussi là, que je développe encore en off et tout. Et je me disais, attends, mais là, ça me prend quand même. Parce qu'on se rend pas compte, mais une émission par semaine de 1h30 comme ça, il faut trouver les gens, les convaincre, les appeler, passer 2 heures au téléphone avec eux, noter les histoires de leur vie, appeler leur famille, récupérer des photos, récupérer des anecdotes, trouver des jeux à faire avec eux, convaincre les gens qui faillent venir, machin, nous faire envoyer des objets pour leur montrer, tourner, monter, diffuser. Tout ça en une semaine. Et tu recommences. Et tu recommences. Et tu recommences. Et là, au bout d'un moment, tu dis, ah ouais, donc en fait, c'est 8h, minuit, tous les jours, j'ai pas le temps de me reposer. Est-ce que je ferais pas une émission tous les 2 semaines? En fait, au début, je me suis dit, on va en faire une tous les 2 semaines pour avoir le temps de faire autre chose. Et finalement, en fait, on a fait 4 ans, on a fait une dernière saison magnifique qui a cartonné. On a enchaîné avec Ragnar le Breton à la fin, on a fait des hackers, enfin, ça a marché super bien. Et on s'est dit, tu sais quoi, j'ai vécu le meilleur. Il faut mieux que j'arrête. Je suis dans une carrière artistique, il faut que je me stimule, il faut que je m'excite tout le temps. Je fais autre chose, je vais réfléchir à un nouveau truc. Et c'est là où je voyais des médias qui explosaient à droite, à gauche. Je suis Combini, Loopsider, Brut, etc. J'ai dit, putain, mais attends, est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi notre média qui n'est pas concurrent des autres? Moi, chez ma patte, ils ont leur patte, vous avez votre patte, Interlude d'ailleurs. On n'est pas concurrent, il y a du temps de cerveau disponible, comme ils disent, tellement nombreux. On propose des choses différentes, on propose des angles différents et tout. Moi, je voulais faire des documentaires, je voulais sortir du studio, etc. Tu vois. Je vais pas chercher du Zit Raguicheur et du mec à buzz. Regarde, j'ai reçu par exemple Olivier Nakache Toledano. Il est super chic. C'est un super gars. Je vais pas du tout aller chercher un clash avec lui ou quoi. Au contraire, je vais chercher des histoires de cinéma. Je sais que je vais faire un plus petit score que quand je vais recevoir un membre du GIGN parce que les gens veulent entendre de la violence, des histoires de bagarre, des machins. J'essaie dans le QG de me dire je peux recevoir Pierre Ninet, Patrick Sébastien, Éric Zemmour, Médine. Voilà. C'était ça Enfin, c'est un exemple, hein, mais faut dire je peux recevoir des gens très très différents sans que ça pose problème et qu'ils soient assis sur les sièges. Et surtout recevoir des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. T'as déjà vu une prostituée parler sur un plateau de télé? Moi, j'en avais pas vu encore. Et je me suis dit, putain, mais attends, on se pose tellement de questions sur les prostituées.
Moi, j'habite au Bois de Boulogne, juste derrière. Et tous les soirs, je le prends en scooter. Tous les soirs, il y a des femmes, des transsexuels, des prostituées, peu importe, qui sont au feu rouge, etc. Moi, je suis en feu rouge, je les vois. Mais tous les jours, j'ai envie d'aller leur parler. Est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce que tu es forcé? Est-ce que tu as des papiers? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu as froid là? En fait, on peut faire des questions intelligentes sur n'importe qui. Et en fait, c'est plutôt des questions. En fait, moi, des mecs du GIGN, ils m'inspirent grave. On les voit pas assez dans les médias. Les mecs des armées, on les voit jamais. Les boulangers, les marins. Il y a plein de métiers de ouf, tu vois, qu'on entend nulle part. Bah, en fait, c'est là où je me suis dit, tiens, dans le QG, on va leur donner une vitrine au même niveau que Guillaume Canet, que Fabrice Eboué. Et c'est exactement ce que je refais dans Légende là. Je reçois des gens, j'ai reçu une hôtesse de l'air là, qui avait jamais fait une interview, elle est face à moi, sur le même siège que Guillaume Canet juste avant elle. Quoi. Et c'est ça, c'est exactement ce que je te disais, ça revient au même du début avec Énergie. Je suis content de pouvoir ouvrir la porte à tout le monde. Tout le monde a le droit d'être filmé et tout le monde a des histoires aussi intéressantes qu'eux. J'étais pas France Dimanche non plus, mais ouais, on avait des titres à guicheur parce que ça veut dire quoi? C'est du marketing, évidemment, il faut donner un titre qui donne envie. Non, je vais faire un titre pas à guicheur, je vais faire un titre de merde, comme ça, il y aura vraiment personne qui va regarder. Moi, le but, c'est pas que les gens viennent et qu'ils regardent une merde, c'est qu'ils viennent et qu'ils soient contents de la vidéo. Donc le but, c'est pas de faire qu'un titre à guicheur, c'est que la vidéo soit drôle, qu'il y ait une vraie anecdote. Si je te dis Kinvey raconte sa tentative de suicide, bah c'est vrai. J'essaye de faire le titre, ce que j'appelle générique, j'essaie de mettre le plus clairement possible ce qui s'y passe. Mais oui, bien sûr, on a fait des titres. Après, je gère pas chaque titre, chaque vignette, chaque truc. Il y a trop de trucs, tu vois. Au bout d'un moment, je délègue. Mais en tout cas, l'axe, oui, c'est moi qui le donne. Je dis, les gars, il faut donner envie de venir, t'as raison. Voilà, bah, ça y est, installé. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci de venir. Alors, avec plaisir. Tu connais le QG en vrai? Je connais l'émission, j'ai déjà regardé. Génial, merci beaucoup. Ça fait hyper plaisir. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant de comprendre aussi une personne par son fils. Et toi, comment tu le vis en fait, la candidature de ton père? Bah écoutez, au début, on en a discuté. Il m'a dit qu'il allait réfléchir à y aller, donc il m'a exposé ses arguments. Bah en fait, on me l'a beaucoup reproché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'a reproché de diaboliser l'extrême droite? Oui, mais après, quand j'ai reçu des Médine, bah, je vais avoir des messages de l'extrême droite qui vont me dire « Mais attends, pourquoi tu reçois Médine ?» Et après, quand je reçois Maës, on me dit « Mais attends, tu reçois Maës ?» Et après, tu reçois un flic, à Guillaume, à Cab, moi je suis un anti-flic. Je dis « Les gars, en fait, moi je reçois tous les types de Français. Je reçois des gangsters, je reçois des flics. À partir de là, la messe est dite, je reçois tous les Français. Des plus à gauche jusqu'à... Par contre, j'ai jamais reçu un serial killer, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas recevoir un terroriste, je vais pas recevoir tout ça. Mais par contre, bah, il se présente à l'élection présidentielle, j'ai invité tous les hommes politiques. Malheureusement, grosse maison, aux médias c'est long à répondre. La guerre en Ukraine se déclenche juste avant l'élection. Mélenchon qui me dit « Ah là là, mais moi j'ai trop peur, là, là, je peux plus parler, je fais plus de divertissement, je fais plus machin. » Tout le monde se met à flipper, etc. machin. Moi, j'ai pris mes sous pour le faire. J'ai pas été aidé. C'est pour ça que le nom est différent. C'est pour ça qu'il s'appelle QG de campagne. C'est parce qu'en fait, c'est pas le QG. Moi, je trouvais ça hyper intéressant. En fait, on n'avait jamais fait de politique. Et j'avais fait beaucoup d'acteurs, de chanteurs, de comédiens, de tous les métiers artistiques, de gangsters, de flics et tout. Et je me suis dit, putain, mais attends, on a la possibilité. Tu sais, t'appelles des assistants de Macron, ils disent, ouais, pourquoi pas, c'est chaud, envoyez-moi un mail, on est chaud, nanana. Et du coup, bah, à partir du moment où je lance les invitations et que j'ai des oui, et que je loue le matériel, et qu'on est à 48 heures de tournée, ça coûte cher, hein. Bah t'en as qui commencent à flipper parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'on a mis longtemps à répondre et tout. Je me suis dit, tu sais quoi, j'y vais. J'avais Zemmour qui avait répondu, j'avais Hidalgo, et après je me suis dit, ok, en fonction du second tour, j'ai Macron, et Marine Le Pen ne m'avait pas répondu. Elle n'avait pas donné oui, non, machin, etc. Donc j'ai dit, bon, si c'est Mélenchon, il est d'accord, mais pas tout de suite. Je suis même allé dans son QG et tout, j'ai bossé avec eux. Et en fait, tout était prévu, et en fait, tout se fait pas. Et par contre, après, à partir du moment où je tourne une émission, que ça soit pour Hidalgo, que ça soit pour l'extrême gauche, l'extrême droite, machin. Moi, de toute façon, en vrai, je suis pas politique. J'ai des opinions, tu vois, mais voilà, ça m'excite pas. En vérité, ça m'excite pas. Mais ça m'intéresse d'être dans l'œil du cyclone au moment où il y a l'élection présidentielle, de faire une émission qui n'est pas politisée, et de juste dire, tiens, je vais essayer de vous montrer qui est la personne derrière l'homme politique. C'est ce que je fais pour tout le monde. Je montre la personne qui est derrière le gangster, je montre la personne qui est derrière le rappeur, je montre la personne qui est derrière Éric Zemmour, derrière Anne Hidalgo. C'est qui la maire de Paris, vraiment? Bah, je fais venir son mari. On se tape une barre, on mange du chocolat. Patrick Roger qui nous offre du chocolat. J'ai amené un cadeau à chacun. Et là, j'ai le fils de Éric Zemmour, très sympa. Thibaut qui rentre, qui me dit ah, putain, je suis fan de toi. Ça se fait très naturellement la séquence. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en politique, tu te rends compte que dans tous les sens, tout sert à détruire les autres. Et en fait, là, il y a des gens, je voyais dans les commentaires, ouais, Éric Zemmour a pas honte, il utilise son fils pour faire de la promo. Moi, j'ai aucun intérêt pour personne, mais c'est assez marrant de voir ça parce que c'est le fils qui rentre quand je suis en train de parler à son père. Il me regarde comme ça et il me dit putain, mais j'adore le QG et tout. Je fais bah salut mec.
Et même Éric Zemmour me dit, mais attends, vous êtes connu en fait? Il savait même pas trop qui c'était, Éric Zemmour. Et je dis, ah papa, je peux passer à l'émission? Il fait, non, tu sais bien que je veux pas. Et Thibaut lui dit, non, mais s'il y a franchement une émission, si je peux faire un truc avec toi, j'aimerais que ça soit dans le QG, j'adore cette émission et tout, c'est trop classe. Et en fait, Éric Zemmour, il réfléchit, il fait, vraiment, mais ça dure 3 secondes, il fait, c'est quoi, vas-y, allez. Ça se passe comme ça, la scène. Et du coup, moi, je suis là, je me dis, putain, ok, là, j'ai fait. Mais avec Zemmour, c'est quand même rigolo, tu vois, c'est quand même original. Après, tu vois, les commentaires, tout le monde dit, ouais, il avait prévu, il utilise ses enfants et tout. C'est assez marrant de voir comment la politique fonctionne dans tous les sens. C'est pas un milieu que j'affectionne particulièrement, mais c'est un milieu qui m'intéresse parce que si on va élire quelqu'un, il faut quand même le connaître humainement. Il faut avoir des discussions avec tout le monde, il faut essayer de comprendre qui sont les gens. Voilà. J'ai eu plus de félicitations que de reproches. J'ai pas une personne qui est venue me voir en me disant, ouais, Zemmour, pourquoi t'as invité ça? J'ai que des gens qui sont venus me féliciter parce que j'ai invité Zemmour. J'ai des gens qui sont venus pour me féliciter parce que j'ai invité Anne Hidalgo. J'ai que des gens qui sont positifs en fait. Il y a une différence entre les réseaux sociaux et la vraie vie quand même. Je le ferai évidemment demain. Et avec tout le monde ou même pas avec tout le monde. Et si j'avais que de gauche ou que de droite, je recevrais en fait. Je m'en fous des critiques. Tu sais, si tu écoutes des critiques, tu fais plus ta inédito. Ma inédito, c'est justement qu'il n'y en ait pas dans le QG. Je peux recevoir tout le monde, personne n'a rien à me dire. Si vous aimez pas le mec que je reçois, tu n'auras pas l'émission. Mais tu as suffisamment de contenu. Il y a 100 fois plus de contenu en 2 ans sur les réseaux sociaux. T'imagines? Donc ça veut dire que tu avais déjà beaucoup de contenu il y a 2 ans, alors aujourd'hui tu as largement en abondement. Si tu n'aimes pas, prends pas le temps de parler, va voir autre chose. J'ai quitté Webedia au mois de juin, en bon terme, il n'y a pas de problème, ni avec Jimmy Labeu d'ailleurs, pour réfléchir à faire notre média digital, comme j'aurais aimé suivre en fait, avec des interviews très différentes. Par exemple, on a déjà tourné Guillaume Canet, Fabrice Eboué, on a déjà reçu le directeur de la sécurité du président de la République à l'Élysée, le patron du GSPR, on a déjà reçu un braqueur de fourgon, on a reçu Juliette Armanet, Philippe Lachaud, vraiment plein de profils très différents. J'avais envie de revoir ce qui étaient devenus les stars des années 90. On va retrouver, et on a retrouvé, des stars des années 90 qui n'ont pas reparlé ou qui parlent très très peu depuis des années. On a par exemple fait l'interview de l'acteur, pour ceux qui se rappellent, du premier MacGyver dans les années 90, Richard Dean Anderson. Il fait très peu d'interviews, il nous a accordé une interview pour nous raconter un petit peu sa vie et nous raconter ce qu'il devient depuis l'époque des tournages de MacGyver. D'ailleurs, si vous voulez et si vous avez des idées, c'est vraiment très participatif et je compte sur vous. Mettez-moi en commentaire si vous avez envie qu'on reçoive quelqu'un des années 90, si vous avez envie qu'on reçoive un artiste en particulier, mettez-le moi en commentaire. On va s'en servir. Ça va être vraiment notre base. C'est vous qui allez avoir raison à chaque fois. On va vous écouter. Vous allez nous dire, tiens, recevez un tel, on va essayer de le recevoir. C'est la suite logique de tout ce qu'on fait là. En fait, c'est tout ce que j'ai pas pu faire dans le QG. Parce qu'on était sur un plateau. Et que les interviews face à face, ça avait ses limites, puisque j'ai commencé à découvrir avec l'armée de l'air. J'ai eu la chance d'aller piloter un Rafale, par exemple. Quand j'ai reçu une pilote, on a fait un petit docu avec le QG. Ça a été une vraie révélation pour moi. Je me suis dit, ok, en fait, on peut vivre des choses à l'extérieur, compiler ça à une émission, faire un mix émission-docu. Et là, en fait, c'est petit à petit ce que je vais faire de plus en plus. C'est-à-dire que je vais aller, tu vois, là, j'ai reçu Maës, je vais aller chez Maës à Dubaï. Donc, on va faire une journée, j'en sais rien, on va faire une journée à Dubaï. C'est n'importe quoi, hein, ce que je te dis, c'est pas prévu, mais c'est une idée de ce qu'on pourrait faire. On peut aller délocaliser le plateau chez Karim Benzema, on lui a proposé d'Eric Maës. On va chez Karim Benzema mettre le plateau. On va vivre un peu avec lui dans Madrid, montrer un peu ses trucs. Et en même temps, on fait l'émission, on mixe tout ça. Et donc les documentaires, j'ai plein de trucs à raconter. Moi, j'ai plein d'idées de documentaires qu'on a déjà tournés. D'ailleurs, on a déjà tourné plusieurs là. On a retrouvé une collection d'objets historiques incroyables. J'ai retrouvé la guillotine de Louis XVI, je le dis. On a retrouvé des trucs qui ont marqué la France, mais choquants. Je peux même pas l'annoncer tellement que c'est fou. Et donc j'attends vraiment de le mettre. On est parti au Kazakhstan dans une mine d'uranium. Je raconte. J'ai retrouvé une cellule dans Paris qui est fermée depuis 1945, là où la Gestapo nazie en fait a torturé les résistants. Il y a encore la chaise avec les croix gammées dessus. Il y a encore les écriteaux marqués. Ils ont marqué avant de se faire exécuter les gens sur les murs. Vive la France, je vais mourir français. Enfin, des trucs incroyables que j'ai retrouvés dans Paris avec toute l'équipe là. Donc on a plein de choses à montrer et surtout plein d'interviews qu'on continue aussi en face à face, mais sans public, pour avoir des émissions en fait très faciles d'accès, faciles à tourner. Et le QG, je pouvais tourner tous les 6 semaines avec un public, c'était compliqué. Je suis passé à côté de beaucoup d'invités, américains aussi notamment. Et donc là, hop, il y a un tel qui est dans Paris, Richard Dean Anderson, par des copains. Tiens, un texto, est-ce que ça te dit de passer? Boum, il vient une demi-heure, on le shoot. On se retrouve avec MacGyver, quoi. Tu vois, c'est dingue. Donc là, on en a plein qui sont prévus. Et c'est un peu un rêve qui se réalise, là, de faire son propre média, avec sa propre ligne édito, où il n'y a justement pas de politique, où il n'y a pas de prise de parti. Moi, j'en ai un peu marre de tous les médias avec du militantisme derrière. Moi, je pose des questions et après, je laisse les gens se faire leur avis, tu vois. Ça fait 1 an que je prépare ça, quasiment. C'est beaucoup, hein.
légendes médias sur Instagram. On a réussi à récupérer des légendes tout court. C'était pas facile. LEGEND, c'était déjà déposé partout, machin et ça. Et en fait, on a réussi à trouver YouTube légendes, c'est fou. TikTok, c'est légendes médias, je crois. Et ouais, on en a 2 légendes tout court, c'est fou. Et Facebook aussi, légendes tout court, incroyable, tu vois. Je pensais que c'était déjà déposé x 1000 et en fait, on a réussi à l'avoir. Donc, on a fait notre petit studio à domicile et tout, c'est génial. Je le start évidemment parce que je suis là. Mais l'objectif là, à court terme, hein, c'est vraiment de donner la. En fait, c'est un délire de groupe ce que je suis en train de faire. C'est pas un truc perso. Je suis pas en train de faire mon média. Je suis en train de faire un média comme j'aurais aimé suivre. Média, mais j'essaye moi, le but, c'est qu'il y ait 2 mecs qui viennent me voir, que je rencontre petit à petit des profils, des gens qui me disent tiens, j'aimerais faire des interviews face à face d'une série des années 70, je te dis n'importe quoi. Ah tiens, j'aimerais faire que des trucs comme ça. Ok, je suis fan de manga, j'aimerais faire 2-3 séries, machin. J'aimerais partir en documentaire, tac. Là, on a fait un documentaire avec Cyril MP4. Je suis parti à Auschwitz, soit sur le plateau là, des femmes déportées qui nous racontent leur vie. On va comprendre ce qu'elles ont vécu après en allant à Auschwitz. On est parti en Pologne, là, il y a 15 jours. Après, l'objectif, c'est qu'il y ait plein de copains qui viennent et qui restent. J'ai beaucoup d'interviews d'avance, face à face. Mais ils sont pas montés. J'ai pas assez de monteurs. Je recherche des monteurs. Si vous êtes monteur, envoyez-moi un mail en perso sur Insta. Vraiment, vous serez les bienvenus. Faire un long métrage, ça serait mon rêve. C'est un vrai truc qui me ferait vraiment du bien de pouvoir raconter des histoires, écrire un film, le réaliser, jouer dedans, raconter quelque chose, tu vois, aller encore plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on montre des choses qui ont existé. J'aimerais montrer un mix de choses qui ont existé. J'aimerais faire des films, mais inspirés de faits réels. Moi, j'adore les films. Dès qu'il y a marqué inspiré de faits réels, je le regarde. C'est une vraie plus-value pour moi dans les films. Et il y a plein d'histoires que j'aimerais raconter. Là, je lis plein de bouquins le soir et effectivement, je pense qu'on verra on verra là où ça nous mène.